تسأل علي كتير وبتحبني، تسأل علي كتير وبتحبني، بعرف هالحكي حافظة هالحكي، كل الحكي حلو ومع انه حلو ليش بيضلوا احساسي اللي لا في شي بده يصير في شي. En 2003. Donc vous voyez, on est quand même dans des situations qui prennent leur source, leurs racines, enfin les contradictions prennent leurs racines à cette époque. On n'a pas réglé cette question, et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, le chaos que nous avons, c'est pas simplement des crises, c'est pas un état de crise, c'est plus, sans faire de jeu de mots facile, c'est plutôt une crise de l'État. Une crise de l'État, de la nation, et c'est pour ça que ça va certainement durer encore très longtemps. En fait, je voulais savoir pourquoi les Iraniens s'étendent comme ça. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent récupérer les chiites de tous les autres États? Comment ça se fait? Quel droit ils s'octroient? Enfin, de quelle manière ils s'octroient le droit de s'étendre comme ça dans les pays qui sont aux alentours? Puisque vous disiez qu'ils partaient maintenant un petit peu partout, en Syrie, en Turquie, non? Je sais pas, vous avez dit ça? Non, pas en Turquie. Ah, au Yémen, oui. Moi, je crois que les Iraniens c'est une puissance qui se sent encerclée. Je crois que c'est ça qui est important. Et c'est pas qu'ils prennent leur défense, mais c'est vrai qu'il faut imaginer la façon dont ils se perçoivent. Et c'est vrai que quand vous prenez une carte, j'en ai pas cette carte-là, mais l'Iran est tout de même très largement encerclé par les États-Unis, par la navale, tout ça. Ils se sentent, sinon menacés, en tout cas, ils estiment à juste titre qu'il y a une puissance nucléaire déjà dans la région qui est Israël. Et donc on est dans cette problématique-là. Maintenant, les Iraniens, effectivement, veulent essayer d'imposer leur, je ne sais pas si je dirais la domination, en tout cas une influence très forte partout où ils le peuvent. Et le premier cadeau qu'on leur a fait, ce sont les Américains. Parce qu'en mars 2003, lorsque on casse le régime de Saddam Hussein, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'ennemi le plus important. Il y a une guerre qui a duré 8 ans, 1980-1988, et donc ça donne aux Iraniens tout d'un coup un espace ouvert dans lequel ils vont s'engouffrer. Pour les Syriens, ils soutiennent effectivement le régime de Bachar pour maintenir leur influence politique là, et puis depuis 1982, mais c'est compliqué ça aussi, ils soutiennent, ils ont contribué à créer le Hezbollah au moment de l'agression israélienne de 1982 au sud du Liban. Ils ont contribué à créer le Hezbollah chiite, et cette création, aujourd'hui, quand on est avec le Hezbollah, ils sont effectivement très proches des Iraniens, et en même temps c'est un acteur national. Moi j'étais il n'y a pas très longtemps en Beyrouth, j'ai discuté avec des responsables du Hezbollah, et ils me disaient à quel point ils entendaient par les armes défendre l'intégrité territoriale du Liban. Donc ils se sentent libanais, mais en même temps je leur disais oui mais attendez, qu'est-ce que vous faites en Syrie, hein? Et en fait ils sont les aides de l'Iran, et ils sont très impliqués militairement. Donc on a affaire à une puissance, l'Iran, qui essaie de s'imposer sur le plan régional, en tout cas d'avoir cette capacité d'intervention. La grande question qu'il faut poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer, ça ne va pas se passer comme ça, du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui va se passer si, comme c'est très probable, l'accord sur le nucléaire se fait le 30 juin. Il faut bien comprendre que c'est des négociations qui remontent à 2002. Il y a eu plusieurs séquences comme ça, des séquences qui ont échoué pour plein de raisons, et depuis 2013, les choses ont considérablement avancé. Et là, manifestement, ils ont accepté, dans l'accord qui a été signé il y a quelques semaines et qui doit être dans les détails conforté, consolidé au plus tard le 30 juin, ils ont accepté à la fois de renoncer à des taux importants d'enrichissement d'uranium, et d'autre part, ils ont accepté le démantèlement relatif de certains centres, et ils ont accepté la transparence à travers des accords
qui vont permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'intervenir vraiment au jour le jour, parce que quand ils se mettent à contrôler, l'AIEA, ils sont partout. Donc il y a toute une série, et c'est de ça dont il parle en ce moment, c'est-à-dire les dimensions techniques, car les dimensions techniques, évidemment, sont d'une importance considérable dans cette affaire-là. Donc si cet accord est signé le 30 juin, ça voudrait dire que l'Iran devient un acteur reconnu par la communauté internationale, et ça peut faire bouger pas mal de choses. Moi je pense que, par rapport à ce que vous évoquez, des pays comme le nôtre ont intérêt à discuter avec les Iraniens, même si aujourd'hui ça ne se fait pas. Je pense que c'est un grand pays avec lequel il faudra le faire revenir en jeu. Voilà. Et les Iraniens le souhaitent, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent. Et je pense que ça peut changer la donne, étant entendu que sur le plan nucléaire, c'est une affaire d'autant plus importante que si vraiment ils font ça, si on va jusqu'au 30 juin, il ne restera plus qu'un seul État nucléaire au Moyen-Orient, c'est Israël. Et il faut savoir que dans le cadre du traité de non-prolifération des armes nucléaires, ça fait maintenant 20 ans, à chaque conférence d'examen du traité qui a eu tous les 5 ans, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, à chaque fois, il y a un texte assez important qui dit qu'il faut faire une conférence consistant à réfléchir à faire du Moyen-Orient une zone exempte d'armes nucléaires. Et à chaque fois, les Israéliens votent en touche. Là, ça va être plus difficile pour eux, mais ils vont pas voter en touche, bien sûr. Donc on est vraiment dans un moment qui est important sur le plan régional, mais aussi plus globalement sur le plan international. Pourtant, il est évident que la relation avec l'Iran va mettre, si cet accord est consolidé, ça va mettre beaucoup de temps à se faire. Mais en tout cas, les Iraniens sont très demandeurs, et ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont certainement déjà des longueurs d'avance dans cette affaire, y compris sur le plan économique. On a l'occasion à l'IREMO, dont on parlait en termes extrêmement justes, enfin c'est très louange. Voilà. À l'IREMO, on a reçu des responsables iraniens, et ils nous disaient tout ça avec un peu le sourire, en off, pas forcément en public, mais ils nous expliquaient à quel point les Français avaient beaucoup de retard dans cette affaire. Si vraiment les choses se normalisaient, les Américains étaient déjà sur la starting block. Peut-être aux Européens. Donc la France a une carte à jouer importante. Bon, c'est par rapport à un rééquilibrage de la politique que j'évoquais tout à l'heure. Je voulais juste dire... Allez-y. Si j'ai bien compris, en fait, quand on est en présence d'un État qui a... Parle plus fort, Oui, alors, je voulais dire simplement, si j'ai bien compris, quand on est en face des États et des nations qui ont une profondeur historique, un ancrage, les crises pèsent moins. Les États et les nations qui ont cette profondeur historique, qui ont une histoire et des États assez forts, etc., même si les mouvements islamistes sont là, etc., donc ils sont moins déstabilisés, ils sont moins vulnérables, etc. Donc, mais tout ce qui est un peu artificiel, tout ça a été créé à partir de Saint-Exupéry, 1916, là, ça devient fragile. Donc là, si j'ai bien compris, il y a tout. J'ai comme l'impression que vous faites l'impasse sur la question de l'islamisme, sur la question qui, effectivement, qui aujourd'hui, qui est d'une brûlante actualité. On ne sait pas exactement comment saisir cette problématique avec, en fond, la question de l'islamisme et de Daesh. D'accord. Moi, je crois que c'est important. Il me semble que c'est important de distinguer les situations. Et je crois qu'on a des États-nations qui existent, au Maghreb par exemple, dans lesquels il peut y avoir des contradictions essentielles. En Égypte, il y a des contradictions importantes, mais la question de l'unité, disons, de l'État de la nation de l'État, cette question-là, elle ne se pose pas directement. On ne risque pas d'avoir un éclatement, une implosion. L'exemple libyen est inverse. Et je crois que toute cette zone, moi que j'appelle l'espace Sykes-Picot, on est là-dedans. On est dans une déchirure qu'on voit aujourd'hui, mais qui existait déjà. Parce qu'on n'a pas su coudre ensemble tous ces mouvements pour en construire. Voilà, c'est ça que je veux dire. À partir de là, la question des radicalisations, des islamismes, elle peut se poser effectivement parmi les acteurs qui sont dans cet éclatement, dans cette implosion, et elle peut se poser autrement dans des États-nations. Je pense que là, on a un terme extrêmement différent. Elle se pose de manière considérable en Égypte aujourd'hui avec une violence. Mais ça, il ne me semble pas que ça remette en question le cadre
nationale de l'Égypte, même si c'est une très grande violence aujourd'hui, et même s'il y a des... Enfin, moi je suis pessimiste pour l'Égypte, parce que justement, quand on marginalise à ce point des mouvements qui ont une audience, qui en plus ont eu un président qui était élu au suffrage universel, ça ne peut pas ne pas conduire à des tensions. Mais on ne va pas avoir, je sais pas, un État d'Assouan qui va devenir indépendant, voilà, c'est ça que je veux dire. Quant à Daesh, moi ce qui me frappe, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le fait que ça profite de ce cas où c'est double, enfin où c'est triple, quadruple séisme. Mais au départ, c'est d'abord irakien, et après ça vient s'installer en Syrie aujourd'hui, avec cette volonté de broyer, d'effacer les frontières, mais en même temps, la structuration sociétale de Daesh, c'est tout de même des sunnites, et on a à l'évidence des soutiens très importants qui sont sunnites et qui nous viennent, alors je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est complètement lié à mars 2003, mais tout de même il y a des filiations très claires, et les gens qui se trouvent dans les cadres de Daesh, autant qu'on puisse le savoir, sont des gens qui viennent de ces éléments de l'État, de l'armée irakienne qui ont été broyés. Il faut imaginer ce que ça peut représenter pour des centaines de milliers de personnes, d'hommes, de femmes, qui du jour au lendemain, qui étaient tout, pour reprendre un plan classique, qui est tout et qui se retrouvent avec rien, qui aurait voulu être quelque chose. Voilà, donc je pense que c'est très important cette idée-là. Et deuxième chose, la territorialisation. La territorialisation. Parce que là, on a la radicalisation islamique, bien sûr, mais on a aussi quelque chose qui est tout de même en première, c'est la territorialisation. C'est-à-dire que c'est une organisation qui arrive à prendre des villes, en Irak d'abord, en Syrie aussi, avec Raqqa, en Syrie, Palmyre, et il y a, en tout cas en Irak, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à en tout cas moi je ne sais pas ce qui se passe à Palmyre aujourd'hui, mais il y a un soutien de la population quelque part. Alors, sous quelle forme? On ne sait pas grand-chose, quels sont ceux qui ont pu aller vraiment voir. Mais il semble bien qu'on a un relatif ancrage de ce mouvement totalitaire dans des populations. Donc ça ne peut pas s'expliquer simplement par la terreur, même si ça va jouer un rôle majeur. C'est pour ça que je dis qu'il faut relier ça à une histoire longue. Et dans cette histoire longue par rapport à l'Irak, il y a deux séquences. Il y a l'histoire qui nous renvoie à cette rupture de mars 2003 et cette cassure, mais cette cassure d'un État sunnite qui devient un État chiite, elle ne s'explique que par la profondeur historique liée à la création qu'on avait tout à l'heure d'un État sunnite et qu'on a complètement oublié. Enfin, je veux dire, quand on parlait de l'Irak, au fond, moi je fais souvent le rapprochement avec des situations en Europe. Au fond, on parlait de la Yougoslavie, on parlait de l'Union soviétique, et on ne voulait pas voir que, par exemple, pour la Yougoslavie, il y avait des contradictions nationales extrêmement fortes, et quand nous avons surgi, ça nous a donné un éclatement très important. Quand on regarde les chiffres des années 70, autant que je me souvienne, des chiffres, c'était... j'avais des contacts avec... dans les années 90, j'avais des contacts avec des communistes qui un peu nostalgiques et qui me disaient on était 20 ou 30% dans les sondages, dans les recensements, à nous dire yougoslave. À nous dire yougoslave. Les autres ne se disaient pas yougoslave. Donc je pense qu'il y avait cette dimension-là. Il y avait des gens... Moi, je suis ambassadeur de Bosnie en 1993 à Paris. L'ambassadeur de Bosnie était un Serbe marié à une Croate. Communiste, donc il était vraiment, il était yougoslave, quoi. Et c'était assez extraordinaire quand même. Et quand j'avais dit devant mes étudiants à la fac, on disait voilà, regardez l'ambassadeur, alors les étudiants étaient, comment ça se fait? Il est serbe, il est avec les bosniaques, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'était tout à fait révélateur. Bon, comparaison n'est pas raison, c'est pas la même chose, mais je veux dire, il me semble que ce qui se passe au Moyen-Orient renvoie à des questions identitaires très profondes. Et donc il faut bien voir que ce n'est pas simplement un radicalisme islamiste, en tout cas anti-Daesh. Ça me paraît exprimer quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus dangereux aussi, quelque part, parce que la radicalisation est terrible. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début que ce n'est pas une crise, c'est pas un état de crise que nous vivons, c'est une crise de l'État. C'est un jeu de mots, mais un jeu de mots qui, je crois, a un peu de sens. C'est l'idée que nous sommes à un moment de rupture. Je ne pense pas que le Moyen-Orient revienne jamais ce qu'il fut. Si je devais dire les choses de manière plus simpliste, je dirais, parce qu'on dit souvent, mais pourquoi toucher aux frontières? Pourquoi est-ce que nous, on a touché aux frontières en Union soviétique? Pourquoi est-ce qu'on a touché aux frontières de la Tchécoslovaquie? On a touché aux frontières de la Tchécoslovaquie, on a touché aux frontières de l'ex-Yougoslavie. Moi, je verrais bien Moyen-Orient, je verrais bien, c'est la formule dérisoire, évidemment,
le jeu n'a strictement aucune importance, c'est une histoire, mais un État palestinien à côté de l'État israélien,